Ouais, mais c'est pas ça qui vous impressionne. Non. Alors, je sais, pour vous avoir rencontré pour parler de ce film, que ça a été une belle rencontre entre vous et une belle collaboration. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous raconter quand vos yeux se sont plongés dans les yeux de Gilbert, cher Sylvain, pour la première fois? Ouais, il y a ça quand même un petit moment, il y a ça quelques années, parce qu'avant de faire ce film, avant d'être réalisateur, j'ai surtout été spectateur, et c'est vrai que Gilbert fait partie de ces comédiens dont je suis allé systématiquement voir tous les films. Et voilà, et quand il y a eu le moment de faire Vendeur, surtout dès l'écriture, je me suis demandé mais qui pour jouer Serge. Voilà, j'ai tout de suite pensé à Gilbert. Je suis allé le voir, et puis je me rappellerai toujours, et puis il m'a dit ok, mais à une condition, j'ai laquelle. Il me dit voilà, on fait pas un premier film, on fait un film. Voilà. Donc je m'en suis souvenu au moment où on a vraiment commencé le tournage. Et Gilbert, alors c'est quoi, pourquoi pas un premier film? Parce que ça rabaisse les ambitions de parler de premier tant qu'à faire, si on fait un film, on va se donner les moyens pour que on évacue le stress du premier film, et de se dire c'est un film fragile, on a une Sophie de Carr, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent. Là, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour faire un film, parce que voilà, il y a toujours le stress, bon, pour Sylvain surtout, c'est son premier film, et donc on a collaboré pour se... Voilà, moi j'avais un peu d'expérience, etc. J'avais fait quelques films, etc. Donc j'ai envie d'une énergie nouvelle. Quand je me suis pété un peu là, c'est ça? Ah non, bon. Vous étiez d'une modestie qui amène le respect le plus total, l'émotion. J'ai pas du tout confiance en moi, c'est vrai. Et non, mais voilà, c'était juste qu'on voulait faire un film, et que ce soit un premier film, c'est d'abord un film, quoi. Mais donc la collaboration, elle est au-delà de l'habituelle relation entre un réalisateur et un acteur. Oui, on s'est très bien entendu sur le choix des... ça Sylvain va vous le raconter mieux que moi. Sur le choix des musiques. On s'est dit, voilà... Vous commenciez par ça? Par les musiques? Ouais. Je trouve que c'est un personnage... mon personnage est un personnage musical. Je le trouve... j'ai imaginé dans ma petite tête que c'était un type qui était en tournée musicale, au lieu que ce soit qu'il arrivait au Madison Square Garden ou à l'Olympia. Et il arrivait dans les cuisines et il faisait son show, quoi. Donc j'ai pensé à ça, je me suis dit, voilà, je me suis dit, il faudrait une musique anglo-saxonne, il faudrait une musique qui porte le film. C'est une espèce de road movie où on suit ce type, voilà. Ouais, c'est un Lonesome Cowboy. Voilà, puis il y avait toute la chose solitaire du type, même quand on peut penser aux acteurs qui sortent de scène, ou aux rockers qui sortent de scène, ils peuvent des fois se retrouver dans une solitude pas possible, etc. Donc j'ai pensé à ça, voilà, c'était plutôt cool. Donc collaboration autour de la musique, mais de bien d'autres choses, Sylvain? Oui, parce que le personnage de Serge, il est haut en couleur, il était haut en couleur à l'écriture, et puis il fallait que dans l'incarnation et au cinéma, il tienne toutes ses promesses. C'est vrai qu'avec Gilbert, on a beaucoup discuté en préparation, sur comment est-ce qu'il s'habille. La manière dont il a habillé Serge, c'est beaucoup de discussions. Il y a pas mal d'idées qui viennent de Gilbert, les lunettes, le look général, les manteaux, les chemises, les cols durs. Les cols durs, les cols mous, c'est les cols de chemise. C'est vrai que tout de suite Gilbert il m'a dit mais voilà, c'est un mec qui porte pas des chemises à col mou. Les cols mous, c'est tout con à l'écran, et d'une c'est pas beau, et puis de deux ça et Serge il a de la tenue, donc comme il a de la tenue, ses chemises, les cols ils sont bien. Voilà. Donc c'est des détails, mais quand vous voyez les rushs, vous comprenez que voilà, il y a une différence entre col dur et col mou. Sur la voiture le diable est dans les détails, hein. Et pareil pour la voiture. Voilà, moi je me suis comme si la voiture est quand même un personnage, hein, il est toujours en voiture. Il y a un road movie sans voiture. La question c'est quelle voiture. Alors c'est vrai que si j'avais voulu être réaliste, et évidemment le film ne l'est pas, le mec aurait jamais conduit une BMW 1979, qui est un peu un taco quand même, hein, et qui consomme 30 litres au 100. Et le mec aurait roulé en Audi, en Volkswagen, mais à filmer cette voiture sur les routes de France, on serait tombé dans une image un petit peu publicitaire. Donc voilà, on a discuté de la voiture et on est tombé amoureux. La voiture.
Oui, enfin, oui. Enfin... Gilbert, la musique, voilà. Et pour la musique, oui, c'est vrai que, enfin, non seulement on en a parlé avant, mais même sur le plateau, Gilbert, qui est un grand fan de musique, me faisait souvent écouter entre les prises ce qu'il a dans son iPhone, et voilà, je m'en suis rappelé au moment du montage image, surtout du montage son. Et voilà, donc c'est une manière de collaborer qui est très plaisante, parce qu'on est tous les deux, enfin on était tous les deux, on l'est toujours évidemment, mais on était très investis et très joyeux et très joyeux de fabriquer. Bon, j'imagine que vous avez des questions, alors il y a un micro qui va circuler, n'hésitez pas. Yes. Bien, monsieur, enchaîne au premier rang. Bonjour à vous deux. Justement, question musique, moi c'est ce qui m'a un petit peu poussé dans la tête au film, c'est l'utilisation de la batterie pour les moments un peu de tension entre le fils et le père. Du coup, on a un peu, je crois que ça a existé avant, mais ça a vraiment pris de l'ampleur avec Birdman. Bon, ça s'est revu sur Préjudice. Est-ce que vous l'avez emprunté à ça quand vous l'avez vu, ou vous aviez déjà l'idée avant de le voir? Il y a Whiplash aussi qu'on aurait pu citer. Alors Whiplash et Birdman, c'est des films que j'ai vus évidemment, mais j'avais pas du tout ça en tête. Et c'est vrai qu'à un moment donné, parce qu'il y a les morceaux originaux qui jalonnent le film. Mais c'est pas le thème du film, enfin c'est pas le thème musical du film. Le thème musical, c'est vraiment la petite musique de Serge et qui accompagne chacun de ses trajets, qui accompagne aussi la manière dont il est dans son boulot. C'est un showman. Et ça, c'est une idée du compositeur, voilà, que la musique du personnage soit une musique de mise en scène à chaque fois. Et c'est lui qui a trouvé la batterie. Après, le fait que c'est déjà été utilisé et avant par Birdman et Whiplash. Enfin, Whiplash, c'est un film sur la musique en même temps. Donc, et après par Préjudice que j'ai pas vu. Bon, c'est un très bon film belge d'un réalisateur talentueux dont on vient d'oublier le nom. Avec Nathalie Baye, avec Arnaud. Très bon premier film belge qu'il faut aller voir. Enfin, quand il sortira en DVD, parce que là maintenant il doit plus être en salle. Des questions? Ah, pardon? Et du coup, vous dites la musique qui gère justement son parcours, et on apprend au final qu'il n'a pas la radio dans sa voiture. Et pendant qu'il dit ça, on a une super musique, et du coup, ça entre un peu, ça crée un décalage quand il dit pourquoi t'as pas la musique, et nous on profite de la musique. Bah ouais, moi oui, non mais évidemment, mais moi le film n'est pas réaliste. J'avais pas, voilà, encore une fois, j'avais pas envie que le mec à chaque fois qu'il rentre dans sa voiture, il allume le son et qu'on ait une belle musique. Enfin, c'est un peu, enfin ça je l'ai vu 1000 fois, enfin, et c'est très bien. Hein, et j'avais pas envie de ça. Je trouvais ça plus intéressant de décaler, que le mec effectivement il écoute pas la musique mais le moteur, mais que par contre nous, le spectateur, quand on le voit dans sa bagnole, nous on écoute une bonne musique. Alors, pour vous expliquer comme quoi il y a plein de paradoxes, Gilbert Melki, qui incarne quand même un vendeur cocaïnomane, alcoolique et qui couche avec des tas de call girls, apparaît-il observer un régime draconien et hyper sain pour préparer son rôle? Oui. C'est-à-dire que je fumais tellement de clopes sur le tournage et que je me suis dit j'allais pas faire l'acteur tout d'un coup qui va vivre ce que le personnage vit. Ouais, pas Daniel Day-Lewis. Non, oui, je crois qu'il n'aurait même pas fait Daniel. Daniel, il n'aurait pas fait Daniel. Et non, parce que je me disais, je voulais être en forme pour jouer un mec pas du tout en forme. Et donc voilà, je me suis pas dit que j'allais vivre, j'allais boire, fumer, me droguer, tout ça, etc. C'est impossible. Et puis j'ai eu du boulot quand même sur ce truc-là. D'autres questions? Oui, bonsoir. J'ai deux questions chacun. Pourquoi prendre ce thème très peu vendeur? Le vendeur, c'est une race à part, si je peux me permettre de dire. C'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui vivent totalement différents. D'ailleurs, on voit bien pourquoi. Et ensuite, pour vous, le VRP... D'abord lui. D'accord. Vous venez de répondre à la question parce que c'est une race à part. Enfin, moi, j'emploierais pas le mot de race, évidemment, mais je dirais que c'est un métier à part que moi je trouve extrêmement cinématographique. On se passe 7 catégories de vendeurs, qui sont les grands vendeurs qu'on appelle les vendeurs extra, qui sillonnent la France, qui dorment jamais au même endroit, dans les hôtels, qui dînent seuls le soir, et qui en même temps la journée sur les plateaux de cuisine sont des véritables stars. Tout le monde sait quand ils sont là, tout le monde les regarde, tout le monde les observe, les écoute vendre. Enfin voilà, c'est des phénomènes. Et voilà,
faire un truc sur un vendeur qui rentre tous les soirs chez lui, bah, je pense que ça aurait été moins spectaculaire et peut-être moins intéressant. Merci. Donc à nous. Gilbert. Alors, le métier d'acteur, c'est quelque part, c'est comme le métier de vendeur, justement, c'est un battleur. Ouais. Est-ce que vous vous sentez être un battleur? En étant acteur? Oui, c'est-à-dire que, enfin, quelque part, vous, à chaque vente, à chaque scène, à chaque machin, vous risquez votre vie, quelque part. Ouais. Enfin bon, je... Ouais. Bon. Non, oui. Non, mais oui, il y a un rapport avec être acteur, vendeur. Oui, il y a quelque chose de bon. Si l'acteur, si le vendeur n'est pas, s'il vous convient pas, s'il vous fait la gueule, s'il n'a pas envie de vendre, si vous lui demandez quelque chose, il ne répond pas, etc. Vous allez voir un autre vendeur un peu plus sympathique, un peu plus, voilà. Voilà. Et être acteur, et c'est là où je suis vraiment dans la merde, être acteur, c'est vendre un film, c'est vendre un film. C'est vendre un film. Non, mais voilà, c'est pas oui, l'acteur, il joue avec des gens aussi. Hein. C'est une question ouf qu'on me pose depuis le début de la promo. Mais il joue, l'acteur est avec des personnages, avec d'autres acteurs. Bon, en même temps, il y a des familles avec leurs enfants, etc. On peut s'occuper des enfants, on peut flatter les enfants, on peut leur donner un petit nez sur la tête, on peut leur dire que vous êtes bien habillés aujourd'hui, ça va bien à l'école, etc. Vous voyez, bon, je peux y aller comme ça. Et puis après, alors ça va, pas trop difficile, voilà. Bon, voilà. En tout cas, j'ai bien répondu là. C'est super, non? Pour développer sur le métier de vendeur, je crois que tous les deux, vous avez eu une certaine expérience, que Sylvain, vous avez fait plein de boulots différents avant de devenir cinéaste. J'ai lu prof de tennis, brancardier, prof de français, assistant d'édition et organisateur de séminaires d'entreprise. C'est vrai tout ça? Alors je me suis demandé si à un moment, en tant qu'organisateur de séminaires d'entreprise, vous vous étiez retrouvé à haranguer des foules, à motiver les troupes, comme on peut voir dans la première scène du film. Alors moi, à haranguer des foules, non, parce que j'étais pas payé pour, mais oui, j'ai observé à plus d'une reprise, même si je la caricature un tout petit peu avec l'éclairage et la configuration en cercle, mais oui, des scènes de motivation de groupe, on se met ensemble, on prend l'énergie avant de monter au front, avant de monter sur le plateau de cuisine ou avant d'aller affronter les clients. Oui, ça, je l'ai vu faire à plus d'une reprise, ouais. Et vous avez trouvé ça cinématographique tout de suite, ou c'est avec le recul que vous vous êtes dit, tiens... C'est vrai que la première fois que j'ai assisté à ça, c'est tellement... dingue. Oui, après voilà, dans le sport ils font ça à la mi-temps. Non, j'ai trouvé ça. Je comprends en même temps, c'est un groupe constitué. Après, ça appartient à une entreprise, d'une équipe de foot. Enfin, pourquoi pas. Mais je me suis dit voilà, il y a, j'ai pas trouvé ça dingue. Je trouve ça extrêmement cocasse. Voilà. Gilbert, vous avez été vendeur dans une autre vie? Ouais. Ouais, j'étais vendeur dans une autre vie. Ouais, j'étais vendeur, enfin dans ma vie, hein, dans une autre vie la même. Mais et non, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est quoi la question, Sophie? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes nourri de cette expérience? Ah, mais je me suis nourri. Ce personnage. Mais je me suis nourri de de ma vie. Non, je me suis nourri de ma vie. Non, mais c'est vrai. Plus de votre vie de père, d'ailleurs. Non, mais je me suis nourri de tout, de mon expérience de vendeur, de père, de fils, etc. Parce que c'est sur 3 générations. Et donc, tout ça m'a... Mais même, j'avais vraiment du mal à dire papa. Par exemple, tu te rappelles? J'avais du mal à dire papa. Je sais pas, c'est compliqué des fois quand... Je vais tomber tout le monde. Au contraire, les filles vont pleurer, les hommes vont être c'est joli. Non, mais c'est vrai que même dire papa, c'était très compliqué. Mais oui, je me suis nourri de tout ça. Je pense que ce personnage, et puis quand on est acteur, pour moi, il est complètement illusoire de croire que on ne va pas jouer avec ce qu'on est. Donc on joue forcément avec ce qu'on est. Un acteur qui joue pas avec son passé, avec ce qu'il a vécu, avec ses expériences au cinéma, avec ses expériences avec d'autres acteurs, avec ses expériences de vie, etc. C'est pas possible. On met forcément quelque chose de soi dans un personnage. Et sur celui-là, j'ai mis pas mal de choses. Même les sous-vêtements. Ouais, mais vous regardez pas comme ça en disant ça. Mais non, mais j'ai pas regardé. Non, Sophie. D'autres questions, histoire d'achever ce petit moment de complicité. Monsieur? Les sous-vêtements éminence. C'est réglable. Soit, justement, pour rester
sur le thème de la paternité. Il n'est pas là, mais comment vous avez travaillé avec Pio Marmaille, cette relation père-fils? Alors, moi je connaissais pas Pio, je l'avais rencontré une fois dans un festival, je le connaissais pas du tout. Et on a travaillé vraiment en biodynamie, quoi. On a travaillé en communiquant avec nos personnages, c'est-à-dire comme on se connaissait pas du tout, les personnages étaient tellement bien écrits, tellement bien tracés entre le père et le fils, qu'on communiquait à travers nos personnages et à travers ce que le personnage ressentait à ce moment-là, etc. Donc, quand on ne connaît pas un acteur vraiment, ou il y a des acteurs où on ne communique pas, des fois il y a des gens, il y a des acteurs qui arrivent, qui sont dans leur marque, qui disent leur texte et puis ils sont bons. Hein. Mais là, on communiquait à travers nos personnages et on a commencé par la scène, je crois que la première scène c'était la scène du restaurant, non? Scène du restaurant quand je lui dis, il y avait les filles derrière, tout ça. Et donc on communiquait avec notre personnage. Je ne le connaissais pas. Donc c'est ça qui nous aide quoi, en étant acteur, c'est les personnages. Sylvain, vous les avez dirigés comment? Juste pour vous dire ce que vient de dire Gilbert, c'est vrai qu'on n'a pas fait de lecture ensemble, voilà, à la maison. Après, il n'y a pas eu de répète, et que c'est vrai que et Gilbert et Pio voilà, avaient à cœur de se découvrir vraiment sur le plateau. Ils n'avaient pas envie de... Voilà, non seulement ils n'avaient pas envie, mais ils n'avaient pas besoin. Voilà. Donc ça ne servait à rien de forcer ça. Oui, mais des fois il y a des choses naturelles qui se passent et il n'y a pas besoin de se poser énormément de questions. Avec Pio, ça s'est vraiment ultra bien passé. C'était super naturel. Non mais très... Oui, sans psychologie. Sans psychologie, et puis en même temps, bon voilà, il a 30 ans, j'ai l'âge que j'ai, etc. Bon, il y a un truc comme ça de père. Un peu évident qui se fait, on n'a pas besoin de force. Alors, mon fils. D'autres questions? Bon, rassurez-vous, j'en ai plein d'autres. On parlait du tournage, c'est un tournage sur 38 jours, c'est ça, non, j'ai lu? Absolument. Donc j'imagine que ça crée une dynamique assez... Oh ouais, 38 jours... Ça a été un tournage qui s'est fait dans la plus pure sérénité. La joie de vivre. Alors la joie de vivre, oui, tous les jours, évidemment. La plus pure sérénité, ça dépend des jours, mais enfin, globalement, et sur la totalité des 38 jours, c'était plutôt assez... Voilà, ça... On va vivre, quoi. Ouais, 38 jours, non, c'était la bonne... C'est votre premier film et tout, donc ouais, vous avez vécu ces 38 jours de votre vie. Mais bien. Encore une fois, j'étais très bien entouré, et d'une par les comédiens que j'aimais et qui étaient extrêmement investis dans le film, et de deux par une équipe technique hyper investie. Et voilà, quand on est extrêmement bien entouré, les choses sont toujours plus faciles. On n'a pas eu de galère de tournage. Voilà, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Ça a été un film qui a été long et douloureux à écrire et à réécrire, ça oui. Mais une fois sur le plateau, à fabriquer jour après jour les séquences, c'était des moments plutôt heureux. On a beaucoup rigolé, on a picolé un petit peu. Voilà, c'était chouette. Mais on sent en voyant le film que vous êtes un amoureux du cinéma, qui a une volonté de... oui. Pas faire Alors déjà, c'est pas un film social, c'est un film que moi je trouve très romanesque. Et on disait pas une volonté forcément d'être réaliste. Puis moi j'ai dit choisir le thème du road movie, c'est pas anodin. Vous draguez Gilbert ou quoi? Ah c'est lui qui vous drague. Non mais le point de départ effectivement il est assez réaliste, il est assez documentaire, il est quotidien et contemporain, donc c'est vendeur dans les zones commerciales. Donc s'offrait à moi plusieurs possibilités. Soit je prenais le parti d'être hyper crédible et de coller vraiment à un réalisme. Il se trouve que là, j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie. C'est pas le cinéma que j'avais envie de faire, même si c'est un cinéma que je vais voir moi en tant que spectateur et que j'apprécie. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir et avec des musiques, avec des couleurs, avec des focales, avec des gueules. Voilà, que ça ressemble pas trop à un film français, voilà, et cela dit sans aucune connotation péjorative dans ma bouche. Oui, le micro. Bonjour. Bonsoir plutôt. Je voulais revenir sur justement l'histoire des musiques. Tout à l'heure on évoquait Whiplash et je sais plus. Burman. Moi en fait la musique m'a surtout fait penser à Bout de Souffle, le côté très déconstruit, la violence sourde du film qui est illustrée dans la musique. Je voulais savoir si c'était une référence musicale.
Bah écoutez, non, je vais vous décevoir. Enfin, c'est un film que j'ai vu, hein, mais dont j'ai très très peu de souvenirs. Voilà, et notamment très peu de souvenirs de la musique. Donc, voilà, partant de là, c'était pas du tout une référence. On vous entend. Ah, voilà, vous avez une voix qui porte bien. Bonsoir messieurs, j'avais une question. Le scénario qui est technique de vente chez Aviva, comment vous êtes inspiré? C'est vous, le réalisateur, vous avez inspiré de vendeurs sur place? Les deux. Bon, moi, j'ai écrit un canevas, un personnage, j'ai imaginé des séquences de vente, et puis à un moment donné où il fallait vraiment être précis, j'ai passé du temps avec un ou deux vendeurs de chez Aviva, hein, pour pas les nommer, et plutôt très bons et très sympathiques. Et là, voilà, j'ai peaufiné les dialogues, j'ai peaufiné des histoires de vente, hein, des petites, voilà, des petits scénarios de mini-vente. Et puis après, voilà, j'ai fait lire scénario à un ou deux copains qui étaient également vendeurs, soit cuisinistes, soit à côté, et qui ont plus ou moins validé, voilà, pas validé, j'étais pas du tout à la recherche d'une validation, mais voilà, ils m'ont dit, bon ça va, t'as pas écrit trop de conneries, quoi. Et voilà, et puis, enfin, pour aller au bout, le film, pas mal de vendeurs, de cuisinistes l'ont vu, et voilà, ça m'a fait plaisir de les entendre se reconnaître, voilà, là-dedans. En même temps, le personnage que vous jouez, Gilbert, il a du panache, c'est-à-dire qu'il a beau avoir une vie qui finalement n'est pas très enviable, c'est pas non plus un mec pathétique, quoi. Il a une forme de. C'est-à-dire qu'il est half pathétique. Et half magnétique. Half magnétique, half pathétique. Non, c'est-à-dire que il est dans son travail exubérant comme ça, il est très content de vendre des cuisines, il se fait beaucoup d'argent, il gagne très très bien sa vie, etc. Il est un peu schizophrène, et le soir, il a un vide affectif immense, quoi. Et les deux, je dois dire que même ce qui me plaisait à jouer, c'est plus le côté solitaire, manque affectif, que le côté exubérant que bon, voilà. Mais tout ça me plaisait beaucoup, qu'il soit seul dans sa salle de bain, qu'il soit seul quand il range ses affaires, tout ce quotidien, tous ces gestes qu'il fait comme ça pour qu'il fait depuis 30 ans, se mettre sa brosse à dents comme ça, se prendre sa petite coque là comme ça, etc. Tout ce qu'il fait, tout ça me plaisait beaucoup à jouer. Et c'est facile de jouer seul? Ah, j'adore ça. Enfin, sur ce film-là, j'ai adoré ça. Enfin, parce qu'il est nourri d'autres choses aussi, hein, mais j'ai adoré ça, l'oreiller, tout ça. Voilà, il retourne dans sa chambre d'enfant, il y a encore un poster, je sais pas pourquoi t'as mis un poster des Stéphanois, là, de Saint-Étienne. Bon, il y avait un poster de la Saint-Étienne avec, je sais pas, Platini et Rocheteau. Il regardait ça, et puis voilà, tout d'un coup, il se met dans et puis comme il n'a pas mis une tête d'oreiller depuis 30 ans parce qu'il est plutôt à l'hôtel, donc il n'arrive pas, puis c'est trop petit, bon bref. Tout ça me plaisait beaucoup. Voilà. Et donc, tout le côté exubérant, c'était sympathique à jouer, mais je préférais vraiment les choses avec mon père, avec Pio, ou alors quand je lui enseigne à vendre, quand je lui dis, quand tu étais petit, tu te rappelles, tu avais un cours de théâtre, etc., tout le monde était nul, sauf toi, etc. Toutes ces scènes-là, j'ai adoré les jouer. Avec Serge Livrozet qui joue mon père, j'ai adoré jouer ça. Oh, c'est magnifique. J'ai adoré jouer toutes ces séquences-là, quand il est tout seul, quand il rentre, etc., qu'il appelle papa, qu'il n'a pas appelé papa depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, c'est tous des trucs qui m'ont vachement touché, ouais, vraiment. Question en haut, balcon, question en bas. En bas. En bas. Bonsoir. Bonsoir. J'avais juste une question par rapport à une petite scène en fait qui dénote un peu en fait à ce moment du film. C'est l'enterrement de votre père justement, enfin l'acteur qui joue le personnage. Où tout d'un coup on a cette scène un peu comique avec l'ami du père qui confond avec le grand-père. Est-ce que c'était écrit tel quel dans le scénario ou ça a été un peu improvisé sur son âge parce que c'est un moment comique à un instant, peut-être le plus dramatique du film en fait. Non, c'était écrit comme ça, c'était même plus long, j'ai un tout petit peu coupé. Et parce que c'est vrai qu'on est dans un tunnel un peu dramatique depuis 15-20 minutes, hein, où ce qui se passe pour Serge n'est pas forcément funky. Et voilà, c'était un moyen. Enfin, moi j'adore au cinéma quand il y a des ruptures et qu'on passe en un instant assez rapide du rire aux larmes. Et voilà, c'était modestement une tentative, voilà, que le spectateur souffle un peu sur. Qui n'a pas vécu un enterrement où il y a un fou rire
Enfin, tempestif. Hein, pour le coup, moi, ça m'a pas choqué comme scène. Donc c'est très bien que dans des moments dramatiques, il y a des... Vous n'avez pas été choqué? Dans troublé, enfin, interpellé. Alors pourquoi Romain Bouteille? Romain Bouteille a passé le casting à un moment donné pour jouer le rôle de Gilbert. Le rôle grosse coupe. Voilà, voilà, après j'ai pris Serge Livroset pour le rôle du père de Gilbert et voilà, je m'étais bien entendu avec Romain Bouteille et je trouvais ça rigolo, voilà, de le faire venir. Et en plus, je trouvais qu'il y avait une vraie, comme vous dites, une vraie parenté physique. Hein, voilà, il y a des spectateurs qui, pour le coup, comprennent vraiment pas parce qu'ils se disent, mais enfin, en fait, qui c'est qu'on enterre? Parce que voilà. Et voilà, et pour moi, c'était très crédible et cohérent que les deux soient des potes à la vie, à la mort, dans ce vieux village sans femme, encore une fois. Et les villages sans femmes. On peut parler peut-être des personnages féminins dans ce film, parce qu'on a beaucoup parlé des hommes, mais elles ont leur importance. Elles ont leur importance, bah oui. Alors elles ne sont pas évidemment au premier plan, elles sont au second plan. C'est un monde très masculin. Et moi j'avais à cœur de les écrire, et surtout que ce soit par leur regard qu'on ait un peu un point de vue, en l'occurrence le mien, sur ce monde d'hommes assez, enfin qui s'abîme un peu et qui tourne autour de lui-même et qui court un petit peu à la folie. Et voilà, et pour moi les deux personnages les plus sensés, les deux personnages les plus sensés du film sont les deux personnages féminins, et c'est pas un hasard d'ailleurs si elles s'en vont, si elles disparaissent, et parce que voilà, elles comprennent qu'elles ne seront pas heureuses aux côtés de ces hommes-là. Autre question? Ici. Ouais, je veux justement demander, qu'est-ce qu'on peut comprendre du changement de numéro de Chloé? Qu'est-ce que vous comprenez? Justement, je ne sais pas quoi comprendre. Est-ce qu'elle ne veut plus le voir lui en particulier, ou est-ce que juste elle change de vie et puis elle est passée à autre chose alors que lui reste? Ou est-ce qu'elle est morte? Non, mais vraiment. Je crois, moi aussi, d'avoir une interprétation dramatique des choses. Non, je ne vais pas expliquer. Après, je pense que chacun se raconte ce qu'il veut. Le fait est qu'elle voilà, elle a compris qu'elle n'avait pas beaucoup d'avenir aux côtés de Serge, voilà, et que Serge ne la rendrait pas heureuse. Mais c'est surtout aussi qu'elle est prostituée. Et c'est son travail. Enfin, je dis ça. Mais bon, elle le baratine tout le temps. Quand elle lui dit j'ai une école de commerce, ou etc. Bon. C'est pas vraiment une école de commerce qu'elle fait, hein. Non mais c'est vrai. Elle a un chat, hein. Elle est prostituée, c'est son travail, et je pense que dès qu'elle sent vous savez, il y a des prostituées comme ça, dès qu'elles sentent qu'un client est amoureux, il décroche, il bloque le téléphone. Avant, maintenant il bloque. J'ai une question très importante. Quand on sniffe de la coke dans le film, on sniffe pas sur le tournage? Non, mais c'est une super question. Super question. Parce que l'accessoiriste, il me l'a dit 150 000 fois et je ne m'en rappelle pas. Je fais, c'est quoi? C'est de la glucose, des glucoses. Tu trouves ça en pharmacie? Ah, d'accord, très bien. Bon, moteur, action. Donc, et en fait, c'est du sucre, c'est une espèce de sucre qu'on trouve en pharmacie. En pharmacie, c'est une espèce de... Il y a des pharmaciens, il y a des docteurs, des trucs. Ah, peut-être du bicarbonate dessous? Non, pas non, mais non, ça m'arrache pas. Ça détache. Je pense qu'il y a bicarbonate, ça me rend dingue. Des fois, déjà, ça les rend dingue, les dents. Non, c'est pas ça. C'est un truc qui finit par ose, du genre... Glucose. Du glucose, un truc comme ça. Tranquille. Non, j'ai fait un film avec Virginie Efira, un film d'Emmanuel Cuot, je sais pas si vous avez vu, très bien, merci. Avec Sandra Kiberlin que j'avais fait il y a quelques années. Et là, j'ai fait un film avec elle et Virginie Efira. Prix de cours, c'est ça? Hein? Prix de cours. Prix de cours, oui. Prix de cours. Voilà. À toi maintenant. Je suis en écriture du deuxième, dont je ne peux pas parler encore beaucoup, voilà, sauf que ça se passera ni dans le milieu de l'entreprise et encore moins dans celui de la vente. Et le personnage principal sera une jeune femme, voilà, pour compenser un petit peu leur absence dans Vendeur. Ça se passerait pas dans le milieu de la politique? Je m'autorise à dire ce que c'est marqué dans le dossier de presse. Oui, il y a une incartade dans le milieu de la politique. Voilà. Une incartade. Absolument. Peut-être d'autres questions encore sur le film?
On est là pour ça. Non? Il n'y a rien qui vous a choqué? Est-ce que vous avez aimé? Oui. Ah! Dites-le plus fort. Oui. Je sais pas si vous avez... voilà. Ah! Bonsoir. J'avais une question par rapport à la fin, parce que j'ai trouvé que pendant le film, ça mettait pas mal de temps à se mettre en place, même par rapport au niveau de l'apprentissage de Pio Marmaille, c'était plutôt long. Et en fait, au niveau de la fin, j'ai trouvé que c'était très court, et je me demandais s'il y avait une réelle intention derrière, ou un manque de temps, ou je sais pas. Un manque de temps, non, pas spécialement. Non, après, il se trouve que c'est une histoire qui tient en 1h29. Alors, peut-être en tirant un petit peu, on aurait pu arriver à 1h35, mais voilà, ça n'a jamais été une histoire plus longue que ça, ni à l'écriture, ni au tournage, ni au montage. Voilà, donc, c'était l'économie et la durée naturelle du film d'arriver sur ce minutage. Mais hors pareil minutage, est-ce que la relation père-fils, par exemple, elle a pris de l'importance au fur et à mesure, ou ça a toujours été quelque chose que vous aviez envie de développer? On sait, parfois il y a ce qui se passe à l'écriture, et puis parfois on réécrit des choses, ou même le montage peut aussi... Non, tout c'est un peu joué à l'écriture. C'est vrai que les premières versions de scénario étaient beaucoup plus axées sur la vente, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des réécritures, ça s'est vraiment repositionné sur père-fils. Après, le résultat que vous avez sous les yeux et qui est assez fidèle dans l'importance qui est donnée à la vente et à la relation père-fils, c'est assez fidèle au scénario. Après, non, il y a quelque chose qui s'est révélé au tournage et évidemment au montage. Voilà, c'était à quel point cette histoire entre un père et son fils me plaisait et m'émeuvait, j'étais ému beaucoup plus. C'est très dur comme verbe, hein. Voilà. C'est des choses qui m'émouvaient. C'est quelque chose pour lequel, ou avec lequel, ou grâce auquel, voilà, je ressentais énormément d'émotions. Là, on parlait d'un prochain film en écriture, y aura-t-il un rôle pour Gilbert Melki? Votre muse? Je n'en ai aucune idée. Mais je vais en faire, j'espère, un troisième, et puis là, on reparlera. Voilà. C'était super. C'est magnifique. Bon alors, qu'est-ce qui reste de ce tournage, de cette collaboration ensemble? Parce qu'il reste de ce tournage je sais pas, une liberté, de la liberté, d'avoir pu essayer des choses, d'avoir pu mettre des musiques que j'aimais, que Sylvain aimait, qu'on ne voit pas souvent qu'on n'entend pas souvent dans le cinéma français, voilà, une liberté de jeu, de ton, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais un grand plaisir, j'ai l'impression. Un grand plaisir, absolument. Avec Sylvain, c'était un grand plaisir, et Sylvain a beaucoup de talent et beaucoup de... Voilà, il filme bien, parce que c'est pas facile de filmer les zones industrielles. J'ai la liaison, j'aime bien. Les zones industrielles... rendre ça poétique. Rendre ça poétique avec une belle lumière. Donc, même si vous avez remarqué les influences, c'est vrai, je sais pas, on s'est un peu raconté des cinémas qu'on aimait, le cinéma de Michael Mann, le James Gray, voilà. Ce que je disais à Sylvain, je fais, rappelle-toi, Little Odessa. C'est son premier film, au mec. Et ben on va essayer de s'en approcher. Mais s'en approcher. Juste parce que c'est bien d'aller vers des choses qui nous inspirent et voilà. C'est agréable d'aller vers des choses qui nous inspirent. Et ça nous rend plus libres, je pense, les choses qui nous inspirent. C'était énorme, ça aussi, ce que je viens de dire. Alors, on va laisser le mot de la fin à Sylvain. Et vous, alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire du cinéma? Quel plaisir avez-vous retiré de ce film? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire du cinéma? Ça, je serais bien normal de le dire. Je peux vous dire comment j'y suis arrivé. Mais un truc tout con, ça va prendre 2 minutes. Hein. Moi,
j'ai grandi en province, à Toulon. J'ai adoré toujours le cinéma, j'y allais gamin, tout ça. Et puis, je me rendais, enfin voilà, je n'avais absolument aucune idée que les films pouvaient se fabriquer, qu'il y avait des gens dont c'était le métier, des techniciens, des scénaristes. Enfin, pour moi, le cinéma, c'était vraiment voilà, c'était Hollywood, les stars et chacun à sa place. C'est vrai que quand je suis arrivé après mon service militaire, voilà, très longtemps, à Paris, j'ai côtoyé des gens qui bossaient là-dedans, j'ai compris que c'était possible, qu'il y avait, ça se fabriquait et que c'était des métiers. Et voilà, bon an mal an, petit à petit, je me suis dit mais pourquoi pas moi, c'est arrivé comme ça, voilà, par la petite porte et en me disant mais j'ai moi aussi des histoires, enfin j'espère, et des histoires à raconter et voilà, allons-y, commençons par le court-métrage et puis cheminons doucement et gaiement. Bon, bah, c'est bien, c'était assez gai, je crois, comme discussion. Je ne sais pas s'il y avait encore une ou deux questions, sinon on va conclure. Allez-y. On est entre nous. Hein. Non, mais en tout cas, ce que je disais, la salle est pleine, les personnes sont parties pendant la projo. Ouais, vous êtes tous blogueurs. Ah failli louper le créneau. Ce sera la dernière question. Voilà, sachant qu'il y a un food truck qui vous attend et que c'est beau les nourritures spirituelles, mais les nourritures terrestres, c'est pas mal. Bonsoir. Dans la scène de l'hôtel, quand il se fait avoir entre la fille, quand il est en train de le tromper, pourquoi il a pas fait quand elle s'est vraiment énervée, elle aurait pu vraiment s'énerver et partir, alors qu'en fait elle a rien dit, elle est partie. Je pense n'être pas le seul à ne pas avoir compris la question. Pourquoi la femme n'a rien dit et elle est partie alors qu'en fait elle aurait pu s'énerver? Mais quand elle se bat en bagnole, là? Non, dans la scène de l'hôtel. Dans la scène de l'hôtel, quand la femme de Pio Marmaille qui voit. Ouais, voilà, ouais. En gros, c'est pourquoi est-ce qu'elle gueule sur le parking et pas dans le couloir. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. C'était plus sympa de filmer sur le parking que dans le couloir. Elle part vite, hein, je sais pas si vous avez. Voilà. Réveiller tout le monde en plus. C'était un Mercure, on n'avait pas le droit de tourner dans le couloir. Le mec, il aurait vraiment dit. Bon, en tout cas, si vous avez aimé ce film, je vous conseille d'inciter vos amis, vos parents, tout le monde à aller le voir. Et le film sort le 4 mai. Merci beaucoup. Merci.